importe d'où l'on vient, on a tous déjà entendu cette phrase « Demain, c'est maintenant ». Alors, demain, c'est maintenant parce que le futur se joue maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler du futur, de l'avenir, de ce qui est à notre portée ou pas. Bienvenue à Ya Congo, l'émission qui parle des Congolais et des Congolaises, mais aussi l'émission qui donne la parole à la jeunesse, à ceux qui nous inspirent et à ceux qui font bouger les lignes. Je m'appelle Tissia Mukuna, je suis entrepreneur, à l'initiative d'un talk show un peu spécial et un peu particulier. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir, donc, mais je ne vais pas parler toute seule. Tout à fait. Je vais parler avec mon ami journaliste, J'espère Labunda. J'espère, bonjour. Bien, merci Tissia Mukuna. Un grand plaisir d'être associé à cette tribune de jeunes d'expression libre. Sûrement, on peut donc constater d'ailleurs que nous avons des jeunes autour de nous, des jeunes pétris des valeurs, mais aussi investis des réels potentiels. Nous aurons l'opportunité, au cours de cette tribune d'expression libre, d'être vraiment enrichis. J'espère bien. Alors, pour le tout premier volet de Moi na Ya Congo, c'est parti. Effectivement, pour le tout premier volet, nous avons le privilège, je dis bien le bonheur, d'accueillir sur cette tribune l'honorable Patrick Mouyaya. Il est élu de la circonscription de Lafuna. Si on peut l'accueillir sous les ovations de la salle, s'il vous plaît. Merci. Sentez-vous à l'aise, honorable. Honorable, c'est un grand plaisir. Nous vous présentons comme étant parrain de cette première édition de Moi na Ya Congo. Alors, vous allez nous dire d'entrée de jeu quelle peut être la place de la jeunesse en politique pour enfin renverser la tendance et parler d'une politique au service du bien-être commun. Je commence par la fin. Vous ne pouvez pas empêcher un homme qui a 80 ans d'avoir de l'ambition. Vous ne pouvez pas. Et donc, il faut considérer au départ que la vie, c'est d'abord une compétition. D'abord, pour naître, c'est une compétition. L'école, dès les bas âges, même dans la famille entre frères, c'est une compétition. Moi, je suis contre la politique de quotas. Parce qu'on dit qu'il faut des quotas pour des jeunes, pour des femmes. On peut concéder, c'est des solutions provisoires. Mais n'attendez pas qu'on vous donne une place. Il faut la prendre. Vous êtes majoritaire. Aujourd'hui, si on fait toutes les statistiques, les jeunes, vous êtes majoritaires partout. Mais pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'élire beaucoup de jeunes? Moi, j'étais les plus jeunes députés du plus vieux parti du pays. Mais comment je me suis fait de l'espace dans un tel environnement? C'est une question d'engagement et de sérieux. Bon, alors, il faut dissocier les jeunes qui viennent. Parce que dans tout parti, il y a des vieux aussi qui viennent pour faire la masse. Et pour votre cas, ce n'est pas un privilège? Je ne considère pas que cela soit un privilège parce qu'une élection, elle est différente d'une nomination. Une élection, vous allez au contact de la population. Vous partagez des idées et les gens viennent, ils vous soutiennent, vous avancez. Le message aujourd'hui, il est tout simple pour les jeunes. Il ne faut pas attendre qu'on étale, qu'on vous fasse... Les parents nous aident déjà chez nous à la maison. Mais lorsque vous décidez de vous engager politiquement, vous voulez atteindre un résultat, il y a un prix à payer. Et il faut considérer que l'hostilité de certains aînés, ça fait partie du combat, ça fait partie du processus de maturation. Vous ne pouvez pas penser que vous arrivez, vous trouvez un lit tout fait, on dit, bon, ça c'est pour Tissia Mukuna, vous serez ministre des PME, sans en avoir payé le prix, sans avoir payé les prix de l'engagement et tout le reste. Et c'est dangereux de croire que le gouvernement, il y aura 50 membres, même si on mettait 100 membres. Ce n'est pas tout le monde qui va s'y retrouver. Et donc ici, il faut toujours avoir le sens de la projection de ce qui est d'abord essentiel. Je vais terminer en disant, vous savez, la politique, si vous voulez la faire différemment, je suis désolé, il faut commencer par être utile à la société quelque part. Vous êtes docteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes journaliste comme c'était pour mon cas. Vous pouvez vous suffire de par votre métier et la politique vient en bonus. Si vous, dans votre tête, dans votre mental, ngana kekuna pona koma PDG, non comme ministre, en ce moment, vous serez chez les marabouts, vous dormirez dans le fleuve, dans le cimetière, dans l'espoir que Sama Lukonde, le président Tshisekedi, se souvienne de votre nom. Et si votre nom n'arrive pas, vous allez jeûner. Heureusement que Dieu est toujours là pour nous soutenir. Merci. Serge, la question d'aujourd'hui, c'est
est-ce que les défis de demain sont à notre portée? Alors, avant de répondre à cette question, est-ce que c'est le devoir de la jeunesse de porter ces défis? Est-ce que ce n'est pas une trop grande responsabilité à donner auprès de la jeunesse? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que justement, quand j'ai été invité et que j'ai vu le sujet, j'ai aimé le fait que ce soit une question. Avant de répondre à cette question, moi, je plutôt établis 3 fondamentaux. J'ai fixé 3 fondamentaux. Le premier fondamental, pour moi, c'est la question de l'identité congolaise. C'est quoi être congolais aujourd'hui? J'ai comme l'impression que nous, les jeunes, si on demande c'est quoi être congolais aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de dire c'est quoi être congolais aujourd'hui? Est-ce que être congolais, c'est posséder un passeport congolais, une carte d'identité congolaise? Bon, ça viendra. Et une carte d'électeur congolaise. C'est quoi être congolais aujourd'hui? J'ai comme l'impression que beaucoup de jeunes ne savent pas trop répondre à cette question. Je vais dire pourquoi. Parce que, à mon avis, être congolais, c'est connaître son histoire. Ah, Effectivement. Il faut connaître son histoire pour dire qu'on est congolais. Mais qui connaissent vraiment, réellement leur histoire. Et lorsqu'on ne sait pas qui on est, on ne peut pas atteindre les développements. Parce que les développements, c'est un processus, c'est une marche. C'est partir d'un point A à un point B. Mais tu ne vas pas au point B lorsque tu ne sais pas ce que c'est le point A. On est des jeunes aujourd'hui déportés dans notre propre pays. Malheureusement, on est acculturés. Je n'ai pas honte de le dire. On est acculturés, on ne connaît pas notre culture. Donc, je pense que cet état de ce jeune-là aujourd'hui, est-ce que lorsqu'on a constaté ce fait-là, on pourra dire que demain, on est prêt à affronter les défis du lendemain? Le deuxième fondamental que j'aimerais poser, c'est l'engagement politique. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi sur ce point, mais je veux le dire quand même. Moi, je pense que les jeunes doivent s'engager en politique. C'est très important, je vais m'expliquer. La politique détermine notre vie en société. C'est la politique, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas l'église, c'est la politique qui détermine notre manière de vivre en société. Et les jeunes doivent s'engager en politique. Pourquoi? Je donne un exemple, vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Vous vous plaignez parfois qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien de la part de l'État. Mais lorsque, au sommet de l'État, ça ne veut pas dire le chef de l'État, ça veut dire dans l'exécutif au niveau de l'État, vous avez des personnes qui s'occupent du secteur des entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, qui ne comprennent pas qu'il faut apporter de l'aide à ce jeune-là pour qu'ils émergent. Comment voulez-vous que vous émergez dans ce que vous êtes en train de faire? Il faut que les jeunes s'engagent en politique, pas tous les jeunes. Il faut que les jeunes qui ont compris cela s'engagent en politique. C'est très important. Le troisième fondamental, je vais finir par là, c'est la question de l'unité. Les jeunes sont de moins en moins unis. Ça, on l'a constaté, que ce soit les jeunes entrepreneurs, que ce soit les jeunes politiques. On a la question de l'unité ici, c'est pas de se mettre forcément ensemble, donc de former un seul parti politique, tous nous se retrouvons. C'est pas intéressant parce que la vie a du sens dans la contradiction, effectivement. C'est dans la contradiction qu'on arrive à trouver des réponses, c'est dans la contradiction que la lumière va jaillir. La question de l'unité, c'est cette capacité à se remettre en question et à dire que moi, Serge, je suis incapable de produire du café et que Tissi, elle est capable de produire du café. Donc ça ne sert à rien que j'aille m'embrouiller dans le café. Je vais laisser Tissi faire du café et je vais la pousser dans ce qu'elle fait comme production du café. La question de l'unité, c'est également celle-là. C'est savoir se remettre en question, savoir connaître ses limites et pousser les autres. Vous avez commencé par dire, vous ne savez pas si l'honorable sera d'accord avec vous sur la suite de votre réponse, et vous avez aussi parlé d'agriculture. Alors j'aimerais bien avoir les réactions de l'honorable et puis après de Piroti Bassima sur cette question de l'agriculture et de l'importance de la politique, si la politique a un impact dans votre métier. Alors un jour, je ne sais pas où j'étais, c'est à l'UPC ou à l'UNIKIN, je ne me souviens plus exactement, un jeune a pris la parole pour me dire « je suis entrepreneur politique ». J'ai envie de vous poser la question, entrepreneur politique signifie quoi? Parce que c'est cette dépendance que nous avons à la politique finalement qui fait que ces pays n'avancent pas.
Parce que, fort malheureusement, on a présenté la politique comme le seul domaine où vous pouvez aller réussir, entre guillemets. Mais si je dois vous faire une confidence, moi je suis élu depuis 2011, ça va faire 10 ans que je suis parlementaire, je suis plus pauvre que je l'étais avant. Parce que dans ma conception de la politique, ce n'est pas aller penser gagner de l'argent. Lorsque vous allez, excusez-moi, merci, lorsque vous allez en politique, vous allez vous engager pour être les vecteurs qui apportent des solutions. Alors, j'aurais bien voulu que notre ami soit un peu plus précis sur ce qu'il dit en termes d'engagement, parce que l'engagement politique ne veut pas forcément dire aller militer dans un parti, être candidat et être élu. L'engagement politique, ça peut ressembler à ce que moi j'appelle engagement civique ou citoyen. Ça veut dire que vous suivez l'évolution de la situation et vous avancez. Parce que finalement, vous savez, lorsqu'on n'a jamais répondu à une question fondamentale, ça vaut aussi pour le pays, sur votre vocation, le sens de votre existence, vous vous perdez. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'au Congo, on doit faire plus d'économie que de politique. On doit plus soutenir les entrepreneurs, faire plus attention à eux que faire attention aux politiques. Parce que finalement, il y a un professeur d'économie qui disait « Tout problème politique est un problème économique non résolu ». Mais bon, il y a un autre qui dira « Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie ». La vérité, c'est que c'est la politique qui détermine le reste. Et lorsque vous regardez ces pays depuis 1960 jusqu'à ces jours, on n'a jamais répondu à une question fondamentale. Quel pays nous voulions construire? Et aujourd'hui, je n'irai pas parler des défis de demain. Moi, je parlerai des défis d'aujourd'hui. Moi, je suis inquiet dans ce que nous sommes aujourd'hui. D'abord, tout ce qui concourt à la formation de l'homme est en crise. La crise de l'école. Je vois qu'il y a des parents dans la salle. Est-ce que vous savez que nos parents dans ce pays ont étudié dans de meilleures conditions que nous? Au Congo, on dit que nous ne savons même pas combien nous sommes. Bon, on dit que nous sommes 80 millions. On dit que 60% de 80 millions sont des jeunes de moins de 25 ans. 60% de 80 millions, ça fait 56 millions. Et si vous regardez les chiffres, l'école commence à 3 ans ici, je crois, bon, je dirais 5 ans. Et nous avons un taux de croissance démographique de 3% par an. Ça fait à peu près 2 millions de nouveau-nés par an. Si j'enlève la période des 5 ans sur 56 millions, j'enlève 10 millions, il reste 46 millions. Si vous allez au ministère de l'EPST, on vous dira que le maximum des élèves que nous avons au Congo, c'est 20 millions. Il reste 26 millions. Si 20 millions, c'est école primaire, maternelle, jusqu'en 6e secondaire. Et si vous allez dans toutes les universités du Congo, on a 670 à peu près universités ou instituts supérieurs. On a 800 à 900 000 étudiants, j'arrondis à 1 million. Vous verrez qu'il y a 25 millions de jeunes qui flottent. Ils sont où? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Dans les groupes armés et tout le reste. Et donc, si vous regardez ces chiffres-là, vous avez peur. Donc, pour moi, je ne parlerai pas des défis de demain, je parlerai des défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement garantir l'accès des enfants à l'école. Les défis d'aujourd'hui, c'est de nous rassurer que la qualité est bonne. Les défis d'aujourd'hui, c'est justement de voir comment, pour des métiers comme l'agriculture, qui peuvent employer des milliers de personnes en même temps et qui ne requièrent pas de grandes formations universitaires, on voit comment on fait. Les défis d'aujourd'hui, c'est de voir les mines de temps modernes, les nouvelles technologies. Parce que nous avons Jean-Louis ici, il en parlera sûrement, parce que les solutions, les numériques aujourd'hui nous permettent d'avoir des solutions rapidement. Alors, les tableaux, je les fais non pas pour nous faire peur, mais pour nous donner l'ampleur de nos défis. Parce que lorsque les gens veulent s'engager justement en politique, lorsque les gens pensent qu'ils doivent venir faire des choix en politique, ils doivent avoir la modestie. Ce ne serait même pas la modestie, mais ils doivent avoir l'élément minimum, c'est de connaître le pays. Et ces pays, on ne le connaît pas. Et nos politiciens ne connaissent pas ce pays. Et les débats politiques ne tournent qu'autour des individus. Et finalement, je terminerai par là. En termes de réponse, moi je dis qu'il faut nous briser pour nous reconstruire. Parce que
les schémas dans lesquels nous sommes ne nous aidera jamais à développer ce pays. Il faut prendre conscience de ce que nous sommes. Il faut regarder quels moyens disposons-nous maintenant. Parce que même si les budgets des 5-6 milliards, là, on verse ça dans les secteurs de l'éducation, on ne règle pas le problème. Et il faut regarder quels sont les choix stratégiques qu'on peut faire à court terme pour être sûr qu'on commence progressivement à arrêter l'hémorragie. C'est cela le sens, à mon avis, qu'il faut donner à toute forme d'engagement politique des jeunes. C'est ça qui va déterminer votre modèle de choix pendant les élections. C'est ça qui va déterminer votre engagement dans un quelconque parti ou dans un quelconque mouvement. Ce n'est qu'après avoir compris tout cela qu'on peut commencer la marche vertueuse vers la sortie du trou dans lequel nous sommes. Je suis désolée, que vous le voulez ou pas. Aujourd'hui, on retrouve les jeunes dans la politique parce qu'ils veulent être positionnés. C'est ça le problème. On va en politique parce qu'on espère. Aujourd'hui, j'en parlais avec Allegra il y a 3 jours, c'est que les partis politiques se présentent comme des agences intérim. Donc, on est là pour recruter des jeunes. Après, on va les placer ou non, mais on vous utilise pour les sales boulots. Ça veut dire que vous êtes jeune, vous serez derrière un vieux qui a des ambitions, qui a déjà travaillé, mais après ces ambitions, vous serez en train de défendre même ces bêtises. Et vous allez accepter d'être jeune et faire ça? Heureusement pour moi que je ne suis pas en politique. C'est d'ailleurs pourquoi je ne suis pas encore en politique, parce que je pense que... Ah, c'est une ambition. Encore, ça c'est bien dit. Encore, parce que justement, il faudrait qu'il y ait des lignes qui bougent. Ah ben voilà. Voilà, donc il faudrait que nous, les jeunes, on prenne conscience de notre position dans les partis politiques. Moi, à votre place, je suis appelée pour faire un djalelo sur M. Mouyaya, tout beau qu'il est. Je ne le ferai pas. Merci. Parce que, oui, c'est un compliment en même temps, parce que je pense que j'ai des valeurs que je défends. Donc s'il tombe dans une erreur, je ne serai pas là en train de l'acclamer parce qu'il est beau ou parce qu'il est plus âgé ou parce qu'il est venu avant moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas de jeunes qui font ce que vous dites? Oui, mais justement... Il y en a quand même de jeunes qui ne font pas de djalelo et tout ça. Oui, mais justement, pensez qu'il y a un espoir, puisque vous connaissez ces jeunes qui ne font pas de djalelo et tout ça. Il faudrait que ça change. Je ne viendrai pas dans des partis politiques pour que je fasse le lèche-bot de quelqu'un ou de qui que ce soit. Alors, est-ce que tout est politique? Vanessa avait dit non. Et puis surtout, j'aimerais me tourner vers Pierrot. L'agriculture, est-ce que ce n'est pas aussi une solution aux défis qu'on doit porter demain, sachant qu'on a 60% de chômeurs? L'agriculture, est-ce que c'est déjà une réponse? Ou alors, est-ce que tout est politique, effectivement? Alors, je vais commencer par faire un petit commentaire autour de comment je me suis lancé dans l'agriculture. En fait, avant, j'étais banquier et après, j'ai démissionné pour un projet de master qui n'a pas marché. En fait, je me suis retrouvé dans la période de transition où je devais me décider qu'est-ce que j'allais faire. Et un jour, ça va vous faire rire, j'ai marché, je devais acheter une mangue dans un supermarché en ville. Malheureusement, je suis tombé sur une mangue de $20. Une mangue de $20? Une mangue de $20. Elle était en or? Alors, tout est parti de là. Ok? Donc, tout est parti de là. Donc, j'étais, bien que je pouvais avoir un $20 en poche, mais j'étais incapable de m'acheter une mangue à $20. Donc, je n'allais pas accepter ça. Du coup, pourquoi je raconte ça? C'est simplement pour dire que s'il y avait un système de réglementation des produits importés et un système qui favorise le produit agricole local, donc je pense que je ne pouvais pas tomber devant cette mangue-là. Et aujourd'hui, si vous circulez dans la plupart des supermarchés à Kinshasa, vous trouvez des mangues à 16 000 francs, vous trouvez des tomates à 10 000 francs, alors que nous en produisons ici. Je vais continuer alors pour dire que cette situation-là m'a fait beaucoup réfléchir. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, si j'ai un hectare de terre, je me suis informé et j'ai fait quelques séances de formation, d'auto-formation. J'ai compris que sur un terrain d'un hectare, on peut planter plus de 1600 arbres de mangue. C'est possible. Ok? Alors, si simplement un arbre, un manguier pouvait vous donner 100 mangues et vous les vendez à 200 francs la mangue, vous avez 220 000 francs, 200 000 francs
Par arbre. Par arbre. Alors, multiplier ça par la possibilité d'avoir autant d'arbres dans un terrain. Alors, c'est ce qui a motivé, c'est ce qui m'a motivé et m'a poussé. En fait, je m'étais retrouvé devant un problème, vu la situation dans laquelle, la situation de transition que j'étais malheureusement en train de traverser, ça m'a plutôt poussé à proposer une solution. Une solution d'abord pour moi, et après, cette solution sera une solution aussi pour les autres. C'est pour dire qu'il n'y a pas seulement la politique qui influe, mais il y a aussi ce que nous amenons pour que cette politique, qu'elle soit bonne ou pas, déjà notre politique en RDC, je ne sais pas si pourquoi on n'a pas eu cette chance-là, elle n'est pas bonne. Voilà, donc j'ai beaucoup... du coup, avant d'arriver ici, moi j'ai plutôt réfléchi, j'étais en train de discuter avec un collègue. J'ai beaucoup réfléchi autour de ce que l'honorable a dit, c'est-à-dire les défis. On doit plutôt réfléchir si les défis d'aujourd'hui à notre portée. Est-ce que la qualité de l'homme congolais, la qualité de la jeunesse congolaise est capable de répondre à tous ces défis dont on fait face? Est-ce que notre système d'éducation, notre système de santé, notre agriculture est capable, est construite sur un système qui va permettre à ce que les jeunes soient capables de proposer des solutions? Est-ce que nous-mêmes, moi je acceptais que je parle beaucoup plus de moi parce que j'ai travaillé trop sur moi-même avant de voir les autres. Je me suis dit, je me fais un système en fait que j'appelle mon système d'autodéveloppement. Et j'appelle ça triangle de développement. C'est basé sur trois valeurs en fait. Il y a l'éthique, il y a la passion et il y a le travail. Et je pense que ce sont les éléments sur quoi nous devons construire notre jeunesse. On s'appelle jeune, oui, mais on doit avoir ces trois éléments comme éléments de base afin de faire face à tout ce qui vient devant nous. Et je pense que si on a ces trois éléments-là, on est capable aujourd'hui de bousculer, comme l'honorable a dit, bousculer ces vieux et nous aussi nous faire une place. Et pas seulement dans la politique, moi je me vois plutôt de proposer aux jeunes d'occuper tout le poste, tous les secteurs de la vie, et en priorité la santé, l'éducation et principalement l'agriculture. Merci. Ça s'applaudit. La quinoise café, 100% quinoa, facile à préparer avec ses arômes riches et naturels. La quinoise vous apporte la joie et le bonheur tout au long de la journée. La quinoise, le meilleur café congolais, 100% bio. J'aimerais rebondir sur éthique, passion, travail. Est-ce que c'est un domaine que l'éducation aussi a? Et là, je me retourne plutôt vers Jean-Louis. Alors, éthique, passion et travail sont les critères principaux que nous, en tant qu'académie de formation, utilisons pour pouvoir sourcer les personnes que l'on va former. Parce que c'est grâce à ces trois éléments qu'on arrive à aller sur la distance. Maintenant, par rapport à cette question centrale de savoir si les défis de demain sont à notre portée, moi, je commencerai, déjà je dirais oui. Pourquoi? Parce que la RDC a ce capital humain, cette jeunesse qui est capable de pouvoir transporter la RDC vers la vision qu'on a toujours imaginée d'un Congo prospère. Mais avant tout ça, il faudrait pouvoir faire un diagnostic de l'existant, voir quelle est la situation sur les différents secteurs prioritaires, que ce soit la santé qui aujourd'hui se retrouve en difficulté par rapport à la crise sanitaire que nous connaissons maintenant. Et déjà, tout cela se passe dans un système sanitaire qui était déjà très en sous-effectif. Par exemple, l'OMS recommande qu'il y ait environ 13 médecins pour 10 000 habitants dans un pays. Et en RDC, on en est à 2.
Deux Donc, médecins pour 10 000 on a habitants. Deux médecins pour 10 000 habitants, et cela comparé au top qui est Cuba où on est à 59, la Belgique où on est à 46. Donc tout ça, on voit dans le secteur de la santé qu'il y a un besoin de pouvoir avoir un capital humain. Après, quand on regarde le secteur de l'éducation lui-même, qui en termes d'infrastructure n'a pas évolué depuis que ceux qui ont construit le Congo en tant que nation nous ont laissé, qui n'a pas évolué. On se retrouve avec des infrastructures éducatives qui connaissent une pression énorme. Aujourd'hui, la plupart des universités ont un effectif de 10 fois supérieur au planning qui avait été fait pour accueillir le nombre d'étudiants. On a aussi un grand manque d'enseignants compétents, où aujourd'hui, les dernières statistiques que j'ai lues, datées de 2015, qui montraient qu'il y avait environ 172 étudiants pour un seul prof, alors que les standards internationaux se basent sur 10 étudiants par enseignant. Et dans tout ça, en fait, il y a un thème qui ressort, c'est le capital humain. On a besoin de pouvoir former un capital humain compétent pour pouvoir mettre le système de santé à niveau. On a besoin de pouvoir former un capital humain compétent pour pouvoir mettre le système éducatif à niveau. On a besoin de capital humain d'un capital humain engagé, conscient, avec une éthique dans la politique, dans l'agriculture aussi. On a toutes ces personnes-là qui, peut-être aujourd'hui, on en est à 10% de la population qui fait l'université. Maintenant, le reste de la population, qu'est-ce qu'on fait avec ce capital humain? Alors là, peut-être on a la réponse avec l'agriculture, où on n'a pas besoin de pouvoir avoir fait de longues études pour être un bon agriculteur. Donc, dans tout ça, on doit faire ce diagnostic de l'existant, voir où on est, et ensuite se projeter sur une durée. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo de demain, le Congo qui pourra relever les défis, on va y arriver dans 30 ans, 60 ans. Maintenant, tout ce que l'on fait aujourd'hui, on doit pouvoir poser tous les actes avec cette vision-là, de se dire ce que l'on va mettre en place aujourd'hui, que ce soit en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'agriculture, quelle sera la conséquence pour les générations futures. Donc pensez toujours aux générations futures. Malheureusement, on est dans une société où Monsieur Lambda ne sait pas déjà ce qu'il va faire demain, donc ça devient difficile. Le politicien ne pense qu'à la fin de son mandat, et le jeune ne pense qu'à ses poches. Voilà. C'est une évidence, hein. On a un gros challenge. Il y a une réaction, Vanessa, je suis très heureux que deux personnes aient repris le secteur dans lequel j'évolue, c'est celui de la santé. Et j'ai bien aimé la phrase de M. Jean-Louis qui disait que tout tourne autour du capital humain. Aujourd'hui, le développement du Congo ne passera pas sans l'humain, sans ce que nous sommes. Et le bien-être congolais passe aussi par le fait qu'il y a une prise en charge conséquente par rapport à sa santé. J'ai pas envie de parler des pays étrangers, mais j'aimerais quand même remettre la puce à l'oreille à toutes les personnes qui sont ici présentes. C'est que le bien-être commence depuis qu'on est enfant. Donc on va pas se le mentir, le respect des vaccins, les consultations et tout ce qui vont avec. Mais combien aujourd'hui sont capables de comprendre, j'ai envie de dire, ce qui leur faciliterait l'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, le président de la République, lors de son investiture, a parlé de la couverture santé universelle. Permettez-moi de parler parce que c'est mon domaine. Cette couverture universelle qui rencontre plusieurs défis, notamment le chômage, notamment une certaine quantité de personnes qui peuvent cotiser. Quand je suis arrivée à Kinshasa, ce que je me disais quand on me parlait de la CSU, je savais que c'était un rêve qui n'allait pas arriver avant 10 ans. Pourquoi? Parce que la majorité des Congolais sont au chômage. Pour avoir une CSU, il faudrait avoir un minimum de 60% de cotisants. Aujourd'hui, les mutuelles de santé sont les seules, si pas pour dire, c'est la seule solution
qui répond aux besoins de santé. Vous êtes entrepreneur, j'en vois beaucoup sur la place. Si votre employé ou si vos employés tombent malades, vous ne pouvez pas avoir de production. Donc on devrait vraiment réfléchir à comment investir dans les mutuelles de santé qui sont une solution directe. Encore, on en parlait il y a quelques jours avec Tiani, pour dire que aujourd'hui, les personnes qui sont engagées, les peu de personnes qui sont engagées dans l'emploi, doivent cotiser. Et cotiser, pourquoi? Pour avoir un bien-être qui est correct. Aujourd'hui, les hôpitaux ne sont plus la représentation de ce qu'on nous a dit quand on était enfant. C'est censé être les endroits les plus propres. Malheureusement, aujourd'hui, on a une image des centres hospitaliers qui puent, excusez-moi le terme, qui nous ramène plus de maladies qu'autre chose, alors que nous, l'État, nous, en tant que Congolais, on devrait investir dans la santé, dans l'épanouissement du bien-être, voyez. Et pour compléter mon frère agriculteur, c'est qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir de personnes assez fortes, moins en maladie, on ne peut même pas arriver à résoudre le problème de la famine, qui est aujourd'hui une urgence pour nous tous. Parce que les personnes qui agissent, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit en politique, ont besoin d'être en bonne santé pour pouvoir, eux, être productifs. Ça, c'est aussi parmi les défis. Et si je dois parler de défis économiques, je ne sais plus, je sais plus qui en a parlé, c'est que on doit être en mesure de faire de la reconversion. Aujourd'hui, on est tous médecins, tous économistes, tous juristes, tous journalistes ou politiques, alors que les domaines prometteurs sont les domaines qui sont dans le numérique, par exemple. Pascal ne va pas me contredire, c'est le domaine de la digitalisation. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que population, pour pouvoir être à la hauteur, pour répondre à ce besoin-là? C'est ma question que j'attends que la salle puisse réagir. Est-ce qu'on est capable, nous, aujourd'hui, de mettre de côté nos diplômes en tant que juriste, en tant que médecin et tout, pour pouvoir nous reconvertir et répondre aux besoins immédiats de... comment je veux dire, le besoin immédiat de ce qui nous est présenté, celui de la numérisation ou de l'agriculture ou de la digitalisation. En fait, merci beaucoup. Ce sera peut-être la dernière question à poser à Serge Tiani, mais j'aimerais bien aussi que nos invités puissent aussi répondre pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de nos invités ici. Serge Tiani, vous avez tous compris que ce n'est pas seulement qu'en politique qu'on peut s'engager et puis réussir sa vie, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous avons la possibilité? Comment, c'est ça la question, comment former des leaders dont nous aurons besoin demain? Moi, je suis très content d'une chose, et je suis confiant que la salle a compris cela, c'est que tout ce qui a été relevé par les amis ici trouve malheureusement la réponse en politique. C'est-à-dire que mon ami a parlé de l'amende qui coûtait $20. Mais en politique, est-ce que c'est peut-être pas une question d'homme? Justement, c'est pour ça que je dis que les jeunes qui sont conscients, par exemple, mon ami a parlé de l'amende qui coûtait $20 et il a dit quelque chose. Il a dit si on avait peut-être une réglementation. Vous voyez, c'est l'homme politique qui va réglementer. C'est l'honorable Mouyaye au Parlement qui va faire un lobbying pour que ses collègues puissent voter de lois qui vont réglementer tout ça. C'est l'homme politique qui va le faire. Donc voilà il y a une crise politique, c'est exactement. pour ça qu'on n'est pas prêt à Jean lui a dit la même chose. Jean lui a relevé aussi deux choses ici. Le déficit de l'éducation qui n'est plus ce que c'était à l'époque. Mais tout ça, c'est l'homme politique qui doit apporter des réponses à cela. Nous, on est le peuple. On fait un diagnostic et on constate qu'il n'y a pas de système de santé. On en parlait justement avec Kalisa encore il y a 2 jours. Il n'y a pas de système de santé. Mais la CSU, c'est qui? C'est l'État. Et l'État, c'est qui? C'est l'homme politique qui est conscient qu'on a besoin d'une CSU pour augmenter l'espérance de vie de notre population. Tout à fait. Et l'homme conscient, c'est qui? C'est Kalisa, par exemple, qui va se rendre compte que ceux qui sont là n'arrivent pas à comprendre cela. Et qu'est-ce que je fais? Je m'engage. Mais je m'engage pour, une fois arrivé là-bas, mettre en place la CSU qui va profiter à tout le monde. Absolument. C'est ça le sens de l'engagement politique dont je parle. Patrick Mouyaya,
apparemment, c'est dans le secteur politique, dans le domaine politique, où on l'en remarque, bien entendu, où il y a des gens qui ne font qu'alimenter une certaine recrudescence de l'irrationalité. On parle de la lutte contre l'impunité, mais force est de constater que le temps de la fin des jouisseurs n'est pas encore arrivé. À quand ce temps, Patrick Mouillère? La vérité, c'est que nous faisons un débat de pauvreté. Parce que finalement, même ces politiciens-là, lorsque vous le regardez, ils ne sont pas aussi riches que vous ne le pensez qu'ils sont. C'est parce que nous tous, on est pauvres qu'on pense qu'eux, parce qu'ils roulent en Jeep, ils sont subitement devenus riches. Ici, peut-être que je veux mieux préciser l'idée de notre ami Serge. Les politiques ont la responsabilité de construire la colonne vertébrale. On fait la colonne vertébrale et les autres domaines viennent s'imbriquer. Vous êtes juriste, je ne le suis pas, et grâce aux juristes congolais, je n'ai plus beaucoup d'amour pour le droit. Ce sera un autre débat, mais on dit que les faits précèdent les lois. On dit que les faits précèdent les lois. Ça veut dire que nous venons codifier ce que nous vivons en société. Donc il faut regarder, ici on ne va pas rentrer dans le débat entre l'œuf et la poule, parce que ça nous retardera. Ici, comme génération, nous devons nous poser la question, et c'est la problématique de l'émission, est-ce que nous sommes prêts à relever, moi je ne dirais pas les défis de demain, les défis d'aujourd'hui. Alors, si nous sommes prêts, première condition, qu'est-ce que nous faisons pour être en mesure de relever ces défis? Parce que lorsque Serge pointe le politique, il a bien raison, mais vous savez que les défis du Congo ne peuvent pas être réglés en un mandat ou en 2 mandats. Les désamours qu'il y a entre les peuples et les politiques ne fera que se creuser. Parce que finalement, on est comme dans une relation... comment je l'explique? Le terme viendra, mais on est dans une relation où quand vous faites campagne, les gens attendent de vous ce que vous ne pouvez pas faire. Et parce que vous ne ferez pas au bout de 5 ans ce qu'ils ont attendu de vous, vous perdez. Au Congo, moi je pense qu'on a beaucoup des lois, même si on n'en a pas encore assez. Le problème, ce n'est pas d'en avoir. Le problème, c'est d'être en mesure de les appliquer. On ne les a pas. Et donc, lorsque vous parlez de corruption, de ceci et de cela, ça veut dire que c'est les systèmes. Est-ce que nous avons construit, nous, un système? Quelqu'un a parlé d'éthique ici. C'est quoi la conception du pouvoir pour l'homme politique? Parce que le problème ici, regardez, l'homme politique qui arrive au pouvoir après la révolution du 17 mai, quel est le comportement qu'il reproduit par rapport au système Mobutu qu'il a combattu? L'homme qui arrive après l'alternance, quel est le comportement qu'il reproduit après avoir acquis? Vous allez voir que le problème, c'est l'homme. Que ce soit une révolution, que ce soit les élections, l'alternance, la conception du pouvoir, elle est mauvaise. Serge a parlé de servir et non c'est servir, mais c'est un slogan du maréchal qui existe depuis 50 ans, qui vaut 50 ans après. C'est donc un problème de culture. Tant qu'on n'aura pas agi efficacement sur la culture politique, pour parler que de cet aspect-là, on ne sera jamais en mesure de reprendre la courbe du changement. Parce que lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous avez cette idée du ventre, cette conception de pauvreté, vous reproduisez de manière même inconsciente ce que vous dénoncez. Et donc le problème est fondamental. Et aujourd'hui, si nous voulons être la réponse à tous ces défis, est-ce que nous sommes capables d'être différents de ce qu'on a vu? Parce que c'est trop facile. Aujourd'hui, j'ai débat avec Serge, très bien. Mais quand on débat sur Twitter, je dis viens discuter en face avec moi. Il veut pas, il a peur. Ou peut-être qu'il a... On rentrera pas dans le débat. Parce que justement... Vous n'avez jamais le temps, vous êtes très occupé. Je vais terminer par là. Parce que justement, moi, ça fait 10-15 ans que je pense que je vais changer de Congo. Vous pensez que vous pouvez encore changer le Congo? Vous êtes pessimiste ou optimiste? Je reste optimiste. Au-delà de tout, parce que lorsque vous regardez les gens nous juger, je n'entre pas dans les débats de la perception que les Congolais ont de nous qui sommes élus. Et la beauté dans tout ça, c'est qu'au bout des 5 ans, on les change. Mais même ceux qui pensaient pouvoir porter ces changements, quand ils arrivent où nous sommes, parfois ils font pire que nous, ils descendent plus bas que nous. Ça veut dire qu'il y a un problème même de la compréhension du rôle des institutions et tout le reste. Vous savez, tout ça, c'est dû à quoi? Parce que la famille est en crise.
c'est la cellule mère. Le jour où on commencera à réhabiliter la famille dans son rôle essentiel, c'est le jour où on commencera à régler beaucoup de problèmes. Parce que l'éthique, c'est la suite, à mon avis, de la bonne éducation. Aujourd'hui, les parents sont dans quelle situation? Les enfants grandissent de quelle manière? Quels sont nos repères? Qui sont nos modèles? Quelles sont nos références? Et c'est dès lors que nos enfants n'ont pas des repères, n'ont pas des références, ou quand vous parlez politique, ils pensent à Obama, ils pensent à Sarko, ils pensent à Macron, et ils ne pensent pas à je ne sais qui au Congo, ça veut dire que nous sommes en train d'échouer. Et j'espère, je termine par là, parce que nous, on existe, et c'est l'essence de mon engagement depuis 10 ans, j'ai toujours pensé qu'il est possible de faire la politique différemment. La difficulté que nous avons, c'est que le poids démographique est tel, l'influence notamment aujourd'hui des réseaux sociaux et de tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais est tellement grand que très peu d'entre nous comprennent effectivement le rôle qui doit être les leurs. Mais je me console en disant, lorsque nous avons un cadre comme celui-ci, où on pose des problématiques, on réfléchit, on pense à des solutions, c'est un départ. Parce que vous ne pensez pas que le Congo sera changé par 1000 personnes. Le Congo, son changement peut partir de 4, 5 personnes, et j'espère que vous serez parmi ces petits nombres de gens qui vont changer ce pays. C'est une question de conscience collective. Moi, je suis parmi. Je suis parmi. Ah, ça s'applaudit. Je réalise très rapidement que là, c'est une question de conscience collective. Hein, Tissia Mukuna. Bon, nous sommes arrivés peut-être à la fin de cet échange. S'il y a peut-être une question. Vous permettez, j'ai une question à l'honorable Mouyaya qui est en train de démontrer ici que le problème, c'est l'homme congolais en démissionnant, en lavant les mains pour dire que normalement, c'est l'éducation à la maison, alors que le législateur, qu'il est d'ailleurs, pouvait mettre en place pouvait mettre en application les lois qui sont là pour punir la corruption, les détournements et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de démissionner publiquement devant cette assemblée pour dire oui, nous on n'a que faire, c'est vos parents, ils devaient vous dire qu'il ne fallait pas voler et tout ça? Alors, je suis content de cette question parce qu'elle me fait même rire. Parce que les hommes politiques viennent d'où? Moi, je suis qui? Je suis grand frère de tel, fils de tel, cousin de tel. Vous pensez que l'argent, c'est comme le pouvoir. Il révèle nos vices, il révèle nos vrais caractères. Ne pensez pas que les comportements que le politique ou les politiciens, comme on aime les appeler, je ne suis pas un, produisent. C'est des comportements qu'ils apprennent quand ils arrivent là-bas. Non. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont appris durant leur parcours en société. Sans vouloir vous interférer, ma question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de loi ici aujourd'hui qui punit les personnes qui détournent? Aujourd'hui, je viens avec mon éducation qui est peut-être bâclée. Je vais terminer juste une minute. Allez-y très rapidement. J'arrive dans un hémicycle où on me dit, Vanessa, tu ne dois pas te tenir comme ça. Si tu te tiens comme ça, il va y avoir une chicotte, où je vais aller en prison, où il y aura un policier qui va venir me ravir mon téléphone et tout ça. Si je continue, si je me permets à me comporter contre la façon dont on m'a demandé de me comporter, ça veut dire qu'il y a un laisser-aller. Je suis désolée, c'est de la discipline. Pour moi, aujourd'hui, les législateurs, son rôle, c'est aussi de rappeler que les antivaleurs qu'on peut ramener de n'importe où, parce que tout le monde ne vient pas d'une famille, il y en a qui naissent des rues, il y en a qui sont dans la rue, est-ce que aujourd'hui, on est capable de dire que Honorable Mouyaya a essayé de mettre en application des lois qui permettent de ne pas détourner c'est très important cette question. Je pense que en 30 secondes, je veux y répondre, s'il vous plaît. Parce que lorsque je situe la responsabilité de la famille, c'est parce que c'est d'elle que nous sortons. Quelqu'un a parlé de nos grands-parents ici. J'en arrive. Premièrement, même quand vous grandissez dans la rue, la société est organisée pour vous prendre en charge. Nous allons à l'église, nous allons à l'école, parce que les 3 éléments qui forment l'homme, c'est la famille, c'est l'école, c'est l'église. Dans un pays, permettez que je vous réponde, Madame Kadiza, permettez que je vous réponde, parce que même ces Cheguela, il y a des gens qui s'en occupent, qui veulent leur donner l'opportunité. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous ne me complétez pas. Non, laissez-moi terminer parce qu'il y a un élément important que Madame a dit honorable. Bon,
C'est pas la police des débats. Ici, c'est la représentation nationale, n'est-ce pas? Je pense que dans le public, il y a peut-être aussi des gens qui ont des questions à poser à nos invités. Et très rapidement, nous allons peut-être lancer les débats dans le public. Avant, est-ce que je peux faire un petit commentaire? Je dois revenir parce qu'il y a des choses que madame a dites qui sont, à mon avis, extrêmement graves, parce que je ne suis pas, moi, en train de défendre l'impunité. Nous faisons un débat de société où nous situons la responsabilité, parce que justement, on aime trop attendre des politiciens qui ne sont pas des gens qui sortent d'un monde qui n'est pas les nôtres. Mais parce que ce sont les décideurs. Lorsque vous parlez des législateurs, la société est organisée de sorte qu'il y a des faits qui se produisent, les législateurs le codifient, et de législateurs, il y a un gouvernement, il y a une administration qui se charge justement de l'application ou de faire respecter ces lois. Ce n'est pas du devoir du député de faire respecter une loi, c'est du devoir du député de codifier. J'en arrive, c'est du devoir du député. Permettez que je vous réponde, s'il vous plaît. C'est du devoir du député de faire le contrôle lorsque les choses ne se font pas bien. Je vais terminer en disant, parce que finalement, il faut que d'autres réagissent. Est-ce qu'on est capable de combattre la corruption ici? Regardez le roulage. Il vous arrête, vous donnez 5 000 francs, vous passez. C'est la corruption ou pas? Pour combattre la corruption, Madame Vanessa, nous devons être en mesure de la financer. Je pense qu'il y a des économistes dans la salle, tout a un coût. Tout à l'heure, j'ai dit au début de mon propos qu'on devait faire beaucoup d'économies. Parce que la sécurité, c'est d'abord l'argent. Parce que l'éducation, c'est de l'argent. Parce que la lutte contre la corruption, c'est de l'argent. Vous avez des juges qui sont mal payés. Vous avez des avocats qui... Vous appelez pour un dossier et vous dites aux gens à combien pour juge Joanne Alière à 1000. Mais comment pensez-vous justement, à qui la faute? Alors non, que vous, justement, dans l'hémicycle, vous défendez votre salaire et vous ne défendez pas les salaires. Ne faisons pas un débat à ce niveau-là. Nous situons, s'il vous plaît. On peut parler de tout ça parce que vous êtes là et vous représentez. Honorable Vanessa, alors, l'Assemblée nationale, je suis désolée. On va bientôt terminer. Je peux faire un petit commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-nous quand même ces privilèges-là d'organiser le débat. A le temps de parler de son salaire, je pense qu'il a le temps de parler du salaire du policier, de l'enseignant et de tout ce qui va avec. Alors, je réalise très rapidement que dans le public, il y a aussi des gens qui veulent bien poser des questions pour être éclairés par nos invités. Alors, nous n'allons prendre que 3 questions, parce que c'est la course contre la montre, juste 3 questions, et puis nous allons passer à notre deuxième volet. Alors, rapidement. Moi, c'est Emmanuel. Voilà, c'est comme ça que je me prénomme. Mais ça fait presque 1 mois qu'il y a des gens dans cette ville qui puisent de l'eau jusqu'à des caniveaux et vous n'avez aucune réaction. C'est comme si on vivait dans une ville normale. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour les défis et ça, c'est dans nos têtes. Il faut qu'à un moment donné, nous essayons de nous réveiller. Je ne sais pas à quel niveau il faut toucher. Votre question très rapidement. Oui, j'y vais, s'il vous plaît, juste 1 minute et puis je m'arrête. Alors ma question, elle va aller directement à l'honorable Patrick Mouyaya. 10 ans à l'hémicycle. 11 années. Est-ce que finalement vous n'êtes pas fatigué? Fatigué, pas dans le sens que vous y avez été trop longtemps, mais je vous connais un peu parce que je vous suis. Je connais vos idées, mais quand je dis fatigué, est-ce que vous n'êtes pas fatigué du fait que rien n'échange? Est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose? La question qui me pose est une question intéressante. Je commence par parler de l'eau. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. Quand moi, je grandissais, il n'y avait pas de parcelles demi-demi. Vous connaissez les parcelles demi-demi? Aujourd'hui, non, Kinshasa, au départ, était une ville conçue pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, on est au moins 10 à 12 millions, je ne sais pas vous dire. Les problèmes d'eau, c'est un problème structurel. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, la régie des eaux ne produit pas suffisamment d'eau pour les quinois. Les usines qui sont là ne produisent de l'eau que pour 1 ou 2 millions de personnes, et pas pour 12 millions de personnes. L'électricité, la même chose. Regardez, moi j'ai 38 ans cette année, ça fait 38 ans que ce pays devient pauvre. Ça fait 38 ans que la démographie ne cesse de croître. J'ai dit tout à l'heure que nous faisons des millions de bébés par an, minimum. Mais quelles sont les structures que nous faisons pour accompagner? Bon, tant que je l'ai dit aussi ici, que si vous voulez juger
les politiques sur la durée d'un mandat par rapport à notre niveau de pauvreté, ils seront toujours dans les négatifs. Parce que ces pays ont des problèmes structurels où on a passé des décennies de non-investissement. Ne nous voilons pas la face, nous récoltons ce que nous avons sémé. Et donc aujourd'hui, 10 ans, mais regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons concouru, nous, à amener le Premier ministre Sama au pouvoir par la dynamique que nous avons portée dans le cadre du G13. Quand nous avions commencé, les gens se moquaient de nous. Vous allez faire passer ces réformes par quelle majorité? Regardez ce qui s'est passé. J'espère que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une révolution qui s'est passée dans ce pays. Honorable, si je peux reprendre un peu la question du public, les gens sont prêts à être passionnés Par les individus. par rapport aux problèmes de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Les gens, c'est qui? Mais pas les citoyens. Merci. Les partisans des partis les politiques. partisans, exactement. Non. Qui sont Mais conditionnés à être finalement, comme ça, parce face à leurs qu'il y a propres des gens problèmes. comme M. Mouyaya qui S'il doivent vous plaît, rester à Vanessa. l'hémicycle et nous qui devons rester là. S'il vous plaît, Vincent, face à leurs problèmes, par exemple la manque de $20 qu'expliquait M. Pirot, personne n'allait manifester dans les rues pour dire que c'est inadmissible. Mais vous savez, madame, je vous parle comme journaliste maintenant. Malheureusement, moi, si vous regardez à la télé, vous allez rarement me voir dans un débat politique. Non pas que je n'aie pas des arguments, mais parce que c'est une perte de temps. Fort malheureusement, la vacuité des débats politiques a conduit la vacuité des débats en société parce que tout le monde veut imiter les politiciens qui ne sont pas, à mon avis, tous de modèle. Je suis désolé, c'est la vérité. Les politiciens débattent de quoi? Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Non. Les politiciens débattent de quoi? On débat des positionnements. Ah, il fallait Katumbi à la place de Sama. Il fallait Bemba à la place de tel. Les politiciens débattent de quoi en termes de sujets de fond? Lorsque vous, les peuples, vous ne nous regardez pas sur notre capacité de vous parler du défi démographique, du défi agricole, du défi environnemental, mais quelle qualité vous voulez avoir? Nous sommes le reflet de ce que vous êtes. Et la société civile, lorsqu'elle vient, c'est politisée. Parce que à quoi ça sert des associations de consommateurs? Combien aller à la régie des eaux poser la question pour Kinshasa? Il n'y a pas plus de 1 million de souscripteurs. S'il vous plaît, qui nous payent, allons prendre la deuxième question de très rapidement parce que là nous courons derrière la montre. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam. Je voulais rebondir sur une phrase que vous avez dit tout à l'heure, honorable. Vous disiez donc que de ce pays a plus besoin d'économie que de politique. Pourtant, M. Serge disait que la politique, tout le monde devrait avoir cet engagement, que tout passe par la politique. Il y a quelque chose qui m'a un peu tiqué, c'est que vous avez dit que les entrepreneurs, on ne peut pas mélanger un entrepreneur, ne peut pas être un politique, que chacun doit être dans son credo et qu'on ne peut pas confier à un entrepreneur la gratuité. Peut-être vous avez une requête à faire à Mme Vanessa, on attend encore la CSU, elle devrait peut-être cesser son activité puisqu'elle est entrepreneur. Je pense personnellement que nous, issus de la société civile, quand on voit que les législations n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, nous devons aussi prendre position et agir pour la nation, puisque c'est notre identité qui est en jeu. Très bien. Très rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La question est posée à l'honorable Patrick Mouyaya, très rapidement. Ah oui, à Serge Tiani, oui, allez-y très rapidement. Je pense que je dois préciser mon propos, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque l'homme politique va voir le peuple avec un projet de société, il va chercher un mandat. Lorsque le peuple lui confie le pouvoir, c'est pour que cet homme politique apporte de réponses par rapport aux problèmes du peuple. Le contrat social est organisé de sorte à ce que les réponses d'ordre structurel, comme a dit l'honorable Mouyaya, comme la CSU, ne soient pas données par la société civile. Je ne sais pas si on se comprend. La CSU, la réponse à la CSU ne peut pas être donnée par la société civile. La réponse à la gratuité de l'enseignement ne peut pas être donnée par la société civile. Ce sont des réponses que les politiques doivent apporter, parce que le contrat social est organisé comme ça. Mais non, je discutais également avec Madame Kaliza pour dire que c'est parce que l'État n'a pas réussi à donner une réponse par rapport à la société civile qu'on a ces systèmes de mutuelles de santé tenus par les entrepreneurs qui ont vu le jour et qui aident énormément. Moi, j'ai fait tous les 6 mois, je fais le tour de l'intérieur du pays. Je vois ce que les mutuelles de santé apportent en termes d'aide, et c'est réel. Et quand vous arrivez à ces endroits, vous vous rendez compte que l'État est inexistant. Merci. Cette réponse-là devait être apportée par l'État. Donc quand je dis que les entrepreneurs ne devaient pas apporter de réponse que l'État est censé apporter, c'est plutôt dans ce sens-là.
vous voyez notre obsession autour de politique et des politiciens, ça a même désorienté les débats. Ok? Oui. On a Ouais. ce qui était important, on n'a pas répondu. Peut-être trop de politique. C'est elle. Ouais. C'est elle. C'est son On est tous acharnement. Moi, je d'accord. m'attendais Oui, plutôt on est qu'on tous discute d'accord. autour de problèmes et qu'on apporte des solutions. Vous voyez? S'il vous plaît, Oui. Pierrot. Oui, je m'attendais plutôt qu'on discute autour de problèmes et qu'on propose des solutions. Absolument. Mais malheureusement, comme ce qui détruit notre jeunesse, ce qui détruit notre communauté, vous c'est plaît. cette obsession-là autour de la politique et à des fait. politiciens. Et du coup, moi, je suis convaincu qu'un politicien ne va pas changer ces pays. Ah, c'est votre Il avis. va changer. Bravo. C'est votre avis. Parce que moi, je suis entrepreneur. C'est son avis. Pardon. On va Vraiment, c'est conclure. Nous important. allons chuter parce que il a dit sûrement. On va S'il vous plaît, on va Serge conclure Chani. sur ces mots. Je vais chuter, Qui sont Titia, très s'il vous plaît. intéressants. Je ne peux pas laisser ça. Il n'y a pas Mais que la c'est très grave, politique. c'est ce que notre frère a dit. Serge Chani, Il a pas là applaudi. nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Mais Sûrement, s'il vous plaît, 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 Serge Chani. Aujourd'hui, le Vanessa, défi humain ne je dépend pense pas que- des politiques, ça dépend aussi de l'engagement d'un chacun d'entre nous. Je ne peux pas rester chez moi et espérer que demain je me réveille et qu'il y a des industries à travers la rue. Non, je dois m'impliquer en tant que citoyen, en tant que patriote pour pouvoir aujourd'hui apporter des solutions à ma société. C'est ce que moi je fais, c'est ce que lui il fait, ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, on est dans l'heure du numérique, de la digitalisation et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'État qui est tombé du ciel pour nous apporter ces solutions. Ce sont les jeunes entrepreneurs. Donc donnez-nous le temps de parler économie, parler entrepreneuriat, que de parler Vous politique. avez conduit vous-même votre débat. Oui, mais non, La parce première que le question débat a est-ce été que conduit par tout le monsieur leadership en est parlant de politique? leadership politique. Mais- et mais- on ne nous a pas laissé le temps de parler, je malheureusement. crois que madame, au lieu de parler de ce qui la concernait, a préféré attaquer le S'attaquer politique. à Je l'honorable suis en Patrick. face Nous avons tous d'un compris, n'est-ce pas? législateur qui ne répond pas à mes questions quand je suis devant la télé. On va pouvoir chuter. Vanessa, c'est plus Comment, concentré. comment relever les défis de demain? Vous avez parlé des médecins, vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de vrais problèmes de société. Maintenant, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à notre portée? Est-ce que les jeunes sont capables? En quelques secondes surtout. Oui, pour moi, les jeunes sont capables. Ces questions, à partir du moment où nous tous ici, on se retrouve ici, ça veut dire qu'on a réalisé quelque part qu'on n'était pas où on voulait être. On a cette conscience de pouvoir imaginer un monde, de poser des actions pour pouvoir y arriver. Ça ne doit pas être toute la population, bien sûr, qui doit le faire, mais si un groupe restreint de personnes ont imaginé quelque chose, ces personnes-là ont le pouvoir dans la société, que ce soit dans la société, dans l'entrepreneuriat, dans la politique, de pouvoir poser des actions qui vont laisser le monde meilleur que la façon dont ils l'ont trouvé. Pour moi, c'est à partir du moment où, en tant que Congolais, on réalise qu'il y a un problème, on a le pouvoir de pouvoir le changer. On ne doit pas attendre nécessairement le politique. De toute façon, le politique, il vient d'où? Le politique, il vient de la population. Merci. Merci. Et Madame Ticia, Il faut je veux fort vraiment malheureusement- m'excuser, on ne fort peut pas malheureusement- terminer cette émission sur ce qui a été dit ici. Parce que fort malheureusement, le En modèle 5 de secondes, s'il vous plaît. société que nous avons choisi veut que celui qui doit nous diriger soit revêtu d'un mandat populaire. Et c'est cela la politique. Et donc, tenez-nous pour responsables de ce qui n'est pas fait, mais il faut que nous tous nous ayons la même compréhension, c'est que l'État est une construction commune. Combien d'entre nous payent des taxes? Parce que la santé, c'est finance, tous les autres dépenses, la CSU, c'est finance, et il ne faut pas compter que sur les politiques, ceci, il faut regarder l'engagement Merci. de chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, honorable Patrick Moya. Merci aussi à nos très chers invités. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que si chacun fait sa part, le Congo sera relevé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va relever le défi si M. Mouyaya ne vote pas des lois qui nous permettent, nous, en tant qu'entrepreneurs, de fleurir et Vous de êtes grandir. d'accord avec moi que chacun doit faire véritablement son Tout travail? tourne autour de la politique. Si Ok. eux commencent par placer les bases, les juges commencent par juger ceux qui doivent être envoyés en prison, nous, la population, on aura peur de faire des bêtises comme ils l'ont fait. Merci beaucoup, Tissia Mkouna. Je pense que nous sommes arrivés au terme de ces premiers volets du Moyen Congo. Peut-être un dernier mot? Un dernier mot à chacun Et je pour pense que tout le conclure. monde peut peut-être répondre à cette question en un mot. Les défis de demain sont-ils à la portée de la jeunesse congolaise? Oui Allez-y. ou non? On commence par Vanessa parce que Vanessa s'est plaint. Hein. Le défi de demain est à notre portée, oui, parce qu'on est les seuls acteurs aujourd'hui du développement de demain. Le demain glorieux de
du Congo dépend aussi de notre reconversion, de notre façon de voir les choses, de notre applicabilité dans ce que nous voulons que le Congo soit. Donc oui, mais à condition que les législateurs fassent son travail. Merci. Juste en face, on fait la ronde. Pierrot. Pour moi, oui et non. Oui, parce que on a cette jeunesse, on a cette énergie, on a cette capacité de nous tous nous remettre au travail. Non, parce que les systèmes actuels ne nous préparent pas à relever les défis de demain. Alors moi, en arrivant, j'avais un oui, mais un grand oui en gras. Après avoir entendu la conclusion de Pierrot et que la salle était bouillonnante, je me rends compte finalement que je dois dire non. Parce que c'est incroyable. Pierrot, il dit, si on attend la politique, le pays... Enfin, il a dit les politiciens ne vont pas... Enfin, la politique ne changera pas le pays. Mais c'est incroyable. C'est d'une énormité qui... C'est incroyable. C'est incroyable parce que Pierrot s'est plaint qu'il n'y avait pas de législation pour la mangue... S'il te plaît, Pierrot, je conclue. Pierrot s'est plaint qu'il n'y avait pas de législation pour la mangue qui coûtait $20. En fait, le problème, c'est quoi? C'est la prise de conscience du citoyen. Une fois que les citoyens ont compris que celui qui est détenteur du réel pouvoir, il va obliger les politiques à faire les choses de la plus belle des manières. Merci. Bien. Allez-y. Je ne me suis pas plaint. Je me suis pas plaint. J'étais en face de ces problèmes. Déjà, s'il vous plaît. Ma solution qui est ma plantation. En fait. Merci. Alors moi je dirais oui, parce que comme je disais, on a le capital humain nécessaire pour y arriver, mais ce capital humain, on doit lui donner une vision. Mais cette vision-là, je ne pense pas qu'on doit nécessairement s'attendre à ce que ça vienne des gens qui sont déjà politiques maintenant. Ça peut venir de nous, et à nous de pouvoir nous engager pour porter cette vision au sommet de l'État pour que ça puisse redescendre sur toute la population. C'est tout. L'honorable va conclure et puis on va... On conclut. Heureusement que j'ai les mots de la fin. Je crois que la réponse... D'abord, je ne parlerai pas des défis de demain. Je parlerai des défis d'aujourd'hui. Vous maintenez. Et je répondrai oui, parce qu'on n'a pas besoin de 10 000 personnes pour influer sur 80 millions de personnes. Parfois, on a besoin de 100 personnes. Et je suis sûr que si on a 100, même moi, qui sont bien positionnés, nos défis peuvent être relevés à la seule condition de faire le bon diagnostic, de regarder notre capital humain, de regarder les ressources que nous pouvons mobiliser par rapport aux objectifs à court, moyen et long terme. Et nous sommes dans un pays chrétien où nous avons beaucoup de foi, nous prions beaucoup et Dieu se décline dans le travail. Et je suis sûr que si nous travaillons, passion, éthique, nous serons en mesure de relever nos défis. Nous sommes au terme de ces premiers volets. Madame, Monsieur, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Il y a eu des invités qui ont pu participer. Je pense que, je réitère encore une fois de plus, je ne pense pas que Vanessa va me contredire, que chacun doit faire son travail véritablement pour arriver à satisfaire les aspirations les plus profondes du souverain primaire. Merci beaucoup. C'était la fin de ces premiers volets. Restez branchés pour le deuxième volet. À tantôt.